Arthur Rousseau vivait sa vie au sommet d'une tour de verre, à la fois physiquement et métaphoriquement. À 45 ans, il était le PDG de Rousseau Global Dynamics, un conglomérat financier si puissant que ses décisions faisaient trembler les marchés de Tokyo à New York. En ce mardi après-midi ensoleillé, il venait de conclure l'affaire de sa vie, le projet Phoenix, une acquisition hostile d'un rival technologique de Shanghai, d'une valeur de 9 milliards d'euros. Il était impitoyable, brillant et profondément seul. Ses yeux, d'un bleu aussi froid que l'acier de sa tour, balayaient le hall d'entrée, ne voyant pas les gens, seulement les obstacles ou les atouts. Il se dirigeait vers la sortie pour une bouffée d'air frais, son téléphone collé à l'oreille, finalisant les détails de la conférence de presse. Il était intouchable. Restez bien jusqu'à la fin, le détail que cet enfant remarque va changer le cours de leur vie à jamais. Alors qu'il franchissait les portes coulissantes en verre, son corps de 6 pieds entra en collision avec un petit obstacle. Il trébucha presque, un grognement d'agacement s'échappant de ses lèvres. Baissant les yeux, il vit une petite fille, pas plus de 8 ans, assise en tailleur sur le granit poli de l'esplanade. Elle dessinait dans un carnet usé des crayons de couleur éparpillés autour d'elle. « C'est une zone de passage, petite », lança-t-il, son ton sec couvrant à peine le vacarme de la rue. Une femme en uniforme de nettoyage bleu se précipita hors du hall, un chiffon à la main. C'était Isabelle, la mère de la fillette, et la responsable de l'équipe d'entretien de nuit du bâtiment. « Monsieur Rousseau, je suis tellement désolé. Maya, relève-toi. Combien de fois je t'ai dit de rester sur le banc ?» Maya se leva lentement, ses grands yeux sombres fixés sur l'homme en costume bleu impeccable. Elle ne dit rien, se contentant de serrer son carnet contre sa poitrine. Arthur la toisa, puis sa mère. Isabelle était le genre de personne qu'il croisait tous les jours, mais ne voyait jamais. Une partie invisible du décor de sa réussite. Faites en sorte que cela ne se reproduise pas, Isabelle. C'est un bâtiment professionnel, pas une garderie. Il n'attendit pas de réponse, se détournant pour s'éloigner de quelques pas, reprenant sa conversation téléphonique. Il s'adossa contre un pilier, tournant le dos à l'entrée, savourant sa victoire. Derrière lui, 2 hommes massifs en costume sombre, ses gardes du corps personnels, Bruno et Loïc, se tenaient immobiles, des oreillettes discrètes en place. Ils étaient son ombre depuis 5 ans, triés sur le volet pour leur efficacité et leur loyauté présumée. Isabelle attrapa la main de Maya. « Viens, ma chérie, tu m'as fait honte. »« Mais maman, je dessinais la tour, » murmura Maya. « Tu dessineras à la maison, reste sur le banc et ne bouge plus, je dois finir l'étage de la direction. » Maya obéit, s'asseyant sur le banc de pierre froide, à une distance respectueuse de l'entrée principale, mais suffisamment proche pour tout observer. Elle regarda l'homme riche qui parlait fort au téléphone, puis son attention se porta sur les 2 gardes du corps. Bruno et Loïc étaient généralement silencieux ou échangeaient des plaisanteries en français. Mais aujourd'hui, ils étaient différents. Ils se tenaient près l'un de l'autre et leur voix était basse, presque des chuchotements. Maya, une enfant naturellement curieuse et dotée d'une oreille fine, avait un passe-temps secret. Sa mère lui avait offert une vieille tablette et Maya passait des heures sur des applications d'apprentissage des langues. Elle aimait les sons, la façon dont les mots s'emboîtaient comme des puzzles. Son obsession du moment était le mandarin. Elle tendit l'oreille. Les gardes ne parlaient pas français. Ils parlaient chinois. Ce fut d'abord une surprise. Elle reconnut les tons montants et descendants, les sons Z et X qu'elle avait tant de mal à reproduire. Elle plissa les yeux, se concentrant. « Bissu, Danta, Tinchechang » dit Bruno, le plus grand. « Il faut que ce soit au parking. » Loïc, le plus trapu, répondit à voix basse, l'air tendu.
Heise Chauche, Shijien, la voiture noire, le temps. Maya fronça les sourcils. Parking, voiture noire, temps. Elle continua d'écouter, captant des bribes de la conversation tendue. Les hommes pensaient sans doute qu'ils étaient en sécurité, que personne dans ce quartier d'affaires parisien ne comprendrait leur échange, et encore moins une petite fille dessinant sur un banc. « Nadao Gongwenbao » dit Bruno, « prendre la mallette, Renrochi Rousseau, et ensuite Rousseau. » Le sang de Maya se glaça malgré la chaleur de l'après-midi. Ils avaient dit le nom de l'homme riche, Monsieur Rousseau. Elle avait entendu sa mère utiliser ce nom avec un mélange de crainte et de respect. Les gardes du corps de Monsieur Rousseau planifiaient quelque chose. Elle se leva doucement, ses petites jambes tremblantes. Elle s'approcha de sa mère qui polissait furieusement les portes tournantes. « Maman ? » « Maya, je t'ai dit de t'asseoir » siffla Isabelle, n'osant pas regarder son patron potentiel. « Maman, les gardes, ils parlent chinois. » Isabelle s'arrêta une seconde exaspérée. « Et alors, ma chérie, beaucoup de gens parlent d'autres langues, c'est bien. »« Non, maman, ils ont dit parking et voiture noire, et ils ont dit le nom de Monsieur Rousseau. » Isabelle soupira, la fatigue de sa journée se lisant sur son visage. « Maya, arrête d'inventer des histoires, tu as trop d'imagination. Ce sont ces gardes du corps, ils sont là pour le protéger. Maintenant, assieds-toi, s'il te plaît. » Le rejet la piqua. Maya sentit les larmes lui monter aux yeux, un mélange de frustration et d'une peur grandissante. Elle regarda les gardes. Bruno la vit l'observer. Il lui fit un sourire froid qui n'atteignit pas ses yeux, puis se tourna vers Loïc et dit quelque chose en français. Ils se turent. Maya savait qu'elle avait raison. L'instinct de l'enfant, pur et non filtré, lui criait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Arthur Rousseau, pendant ce temps, avait terminé son appel. Sa victoire était totale. Le conseil d'administration de Shanghai avait capitulé. Il se sentait comme un dieu romain. Il fit un signe de tête à ses gardes. « On y va, préparez la voiture. » Bruno hocha la tête. « Oui, monsieur, elle arrive au niveau -2. » Arthur rangea son téléphone dans la poche intérieure de sa veste. Il jeta un dernier regard dédaigneux à la femme de ménage et à sa fille. Il s'apprêtait à rentrer dans le hall pour prendre son ascenseur privé vers le garage souterrain. Ce fut le moment. Maya sut que c'était maintenant ou jamais. Le parking, la voiture noire, le nom de Rousseau. Échappant à la poigne de sa mère, elle sprinta. Elle courut droit sur l'homme le plus puissant de la ville et s'agrippa à la jambe de son pantalon à 1 000 €. « Monsieur !» Arthur sursauta, choqué par le contact. « Qu'est-ce que... Lâchez-moi! Isabelle, venez chercher votre fille, c'est intolérable !» Isabelle était mortifiée, courant vers eux. « Maya, non !» Mais Maya s'accrocha, son visage levé vers le géant de la finance. « N'y allez pas !» cria-t-elle, sa voix aiguë vibrant d'urgence. « Ne prenez pas la voiture noire !» Arthur essaya de la secouer, furieux. « De quoi parlez-vous » Les gardes du corps, Bruno et Loïc, s'étaient arrêtés net. Ils échangeaient des regards nerveux. Ils commencèrent à se rapprocher. Leurs expressions s'étant durcies. « Il parle chinois !» sanglota Maya, les larmes coulant maintenant sur ses joues. « Vos gardes, ils parlent chinois !» C'est cette phrase qui stoppa Arthur. Pas l'avertissement sur la voiture, mais cette accusation absurde. Il regarda Maya, puis ses gardes. Bruno et Loïc étaient français, des anciens de la Légion. Ils ne parlaient pas un mot de chinois. « Elle est folle », dit Bruno, en s'approchant, sa main se déplaçant subtilement vers l'intérieur de sa veste. « Laissez-nous la gérer, monsieur. » Mais Arthur regardait le visage de la petite fille. Il vit une peur pure, pas de la malice, une conviction terrifiée. Il s'agenouilla lentement, un mouvement qu'il n'avait pas fait pour quelqu'un d'autre que lui-même depuis des années. L'image était saisissante. Le requin de la finance, à genoux sur le granit, face à une petite fille en robe de coton vert pâle. « Qu'est-ce que tu as dit »
demanda-t-il, sa voix soudainement basse et sérieuse. Ils parlent chinois, répéta-t-elle en reprenant son souffle. Je les ai entendus. J'apprends sur ma tablette. Ils ont dit parking, ils ont dit voiture noire, ils ont dit prendre la mallette et ils ont dit Rousseau. Le monde d'Arthur bascula. Il comprit. Le projet Phénix. L'acquisition hostile de Shanghai. Ce n'était pas seulement une défaite commerciale pour eux, c'était une humiliation. Ils n'allaient pas le laisser s'en tirer comme ça. Ses gardes, ses propres hommes, ils n'étaient pas loyaux, ils avaient été achetés. Ils ne parlaient pas français entre eux pour planifier sa chute. Ils utilisaient une langue qu'ils pensaient que personne ne comprendrait. Bruno et Loïc étaient maintenant à 3 mètres. Ils avaient compris qu'ils étaient découverts. Leurs visages n'étaient plus ceux de protecteurs, mais de prédateurs. « Monsieur Rousseau, éloignez-vous de l'enfant » ordonna Bruno, sa voix changeant, devenant métallique. « Nous devons vous mettre en sécurité, maintenant. » C'était le signal. Arthur réagit avec la même vitesse impitoyable qui avait fait sa fortune. Il n'essaya pas de se battre. Il attrapa Maya, la soulevant du sol comme si elle ne pesait rien, et la plaqua contre sa poitrine. « Isabelle » hurla-t-il. « Rentre, code rouge !» Il pivota sur ses talons et plongea en arrière à travers les portes vitrées, utilisant son propre corps comme bouclier pour l'enfant. Isabelle, voyant la panique dans les yeux de son patron et l'arme que Loïc commençait à sortir de sa veste, se jeta sur le panneau d'alarme de sécurité du bureau d'accueil, appuyant sur le bouton de verrouillage d'urgence. Verrouillage! Des volets de sécurité en acier commencèrent à descendre avec un bruit assourdissant. Bruno et Loïc se ruèrent en avant, mais il était trop tard. Les portes en verre renforcées se verrouillèrent avec un claque magnétique puissant, juste au moment où Bruno les heurtait de l'épaule. Arthur tomba sur le sol en marbre du hall, roulant pour protéger Maya de l'impact. Il se releva, le cœur battant à tout rompre, son costume de luxe déchiré au coude. Maya était blottie contre lui, tremblant mais saine et sauve. Isabelle était près du bureau, en larmes. De l'autre côté de la vitre blindée, Bruno et Loïc les regardaient. Leurs visages étaient déformés par la haine. Bruno leva la main et mima un pistolet avec ses doigts, le pointant directement sur Maya. Puis, les sirènes de la sécurité du bâtiment commencèrent à hurler, et les 2 hommes se retournèrent et s'enfuirent vers la rue. L'adrénaline mit des heures à retomber. Le bureau d'Arthur, au 40e étage, était devenu un centre de commandement pour la police. L'enquête révéla la conspiration. Bruno et Loïc avaient reçu 2 millions d'euros chacun de la société rivale de Shanghai. Le plan était simple, kidnapper Arthur dans le parking souterrain, le forcer à annuler la transaction et voler les données stratégiques de sa mallette. Il l'aurait probablement tué ensuite. La voiture noire était prête, le parking était le lieu et Rousseau était la cible. Arthur regarda la scène depuis son bureau, un verre de whisky à la main, mais il ne buvait pas. Dans le coin, près de la bibliothèque, Isabelle et Maya étaient assises. On leur avait apporté du chocolat chaud. Maya dessinait à nouveau, comme si de rien n'était. Arthur s'approcha d'elle. Isabelle se leva aussitôt, par réflexe. « Monsieur Rousseau !» Il leva la main. « Asseyez-vous, Isabelle, s'il vous plaît. » Il s'agenouilla à nouveau, cette fois non pas par nécessité, mais par choix. Il était au niveau de Maya. Il regarda son dessin. C'était lui, tenant une petite fille, avec des lignes rouges et bleues, les sirènes, tout autour. « Tu as été très courageuse aujourd'hui, Maya, » dit-il doucement. Sa voix, habituellement si tranchante, était maintenant pleine d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de son propre père. Maya leva les yeux de son dessin. « Vous alliez dans le parking, » dit-elle simplement. « Il vous attendait. »« Oui, » dit Arthur, « il m'attendait. » Il regarda Isabelle. « Votre fille m'a sauvé la vie. Elle a sauvé cette entreprise.
Je ne sais pas comment. Isabelle secoua la tête. Elle a juste fait ce qui était juste, monsieur. Arthur réalisa à quel point il avait été aveugle. Il avait bâti un empire sur sa capacité à lire les gens, à anticiper leurs mouvements, mais il n'avait vu en Isabelle qu'une femme de ménage, et en Maya qu'une nuisance. Il avait fait confiance aux hommes en costume qui lui souriaient, tout en ignorant la vérité qui se trouvait à ses pieds. Cette nuit-là, Arthur Rousseau ne rentra pas chez lui. Il fit deux choses. D'abord, il annula la conférence de presse de Victoire. Ensuite, il appela ses avocats et ses gestionnaires de patrimoine. La semaine suivante, la vie d'Isabelle et de Maya changea. Arthur ne leur offrit pas simplement de l'argent, il leur offrit un avenir. Il créa le Fonds éducatif Maya, une fondation dotée de 50 millions d'euros, dédiée à l'accès à l'éducation pour les enfants des quartiers défavorisés de Paris, avec un accent particulier sur les langues étrangères et les arts. Isabelle fut nommée à la tête de la fondation, avec un salaire qui dépassait de loin celui d'Arthur. Mais la véritable transformation fut celle d'Arthur. La tour de verre semblait moins haute et le monde extérieur moins hostile. Il commença à voir les visages de ses employés, à apprendre leurs noms. Il avait été sauvé non pas par sa richesse ou son pouvoir, mais par l'innocence, la curiosité et le courage d'une enfant de 8 ans qui aimait apprendre les langues sur une vieille tablette. La dernière fois qu'il vit Maya, ce fut lors de l'inauguration du nouveau centre d'apprentissage. Il ne portait pas de costume bleu, mais un simple pull. Il s'agenouilla devant elle, et elle lui montra fièrement son nouveau carnet de croquis. « J'apprends l'arabe maintenant » dit-elle avec un sourire. Arthur sourit en retour, pour la première fois depuis des années, un sourire sincère. « Alors, tu devras m'apprendre, dit-il. J'ai l'impression d'avoir tout à réapprendre. »